L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 16 juin 2020. Un pourcentage de guérison de la COVID-19 de 95 % en Chaudière-Appalaches. Base 132 fait l'acquisition de Bernier Imprimeur de Montmagny. La MRC de Lillet se met en action pour favoriser l'achat local sur son territoire. 6 musées de Chaudière-Appalaches s'unissent pour inviter les visiteurs à découvrir les beautés intérieures et extérieures de leur site. Un virage important dans le transport de personnes dans le secteur nord de la MRC de Lillet. 6 municipalités du Kamouraska s'associent et créent le projet Ciné-Camou. La pandémie coûtera plusieurs millions de dollars à Hydro et au sport des propriétaires de gym. Défie la santé publique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 14 juin en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Aucun nouveau cas à signaler aujourd'hui. Le nombre de cas confirmés est toujours de 512. 3 personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 484 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 95 % et 8 décès cumulatifs. Il n'y a plus aucun cas d'actif dans les MRC de Montmagny, de Lillet et des Chemins. L'entreprise Base 132 est heureuse d'annoncer par voie de communiqué l'acquisition de Bernier Imprimeur de Montmagny, œuvrant dans l'imprimerie, la finition de documents ainsi que diverses solutions imprimées professionnelles. Avec près de 100 ans d'expérience, Bernier Imprimeur a su développer une forte relation de confiance avec ses clients en leur proposant des services personnalisés, rejoignant ainsi les valeurs de Base 132. Déjà présente à Québec, La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup, Base 132 vient ainsi d'ajouter 5 membres à son équipe qui compte déjà 30 personnes en place, et ce, à ses 4 places établissements, soit Québec, La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Bien que le montant de la transaction ne soit pas connu puisqu'il s'agit du privé, cette acquisition vient, sans l'ombre d'un doute, renforcer l'offre de services de graphisme, de développement de sites web ainsi que d'imprimerie dans la région de Chaudière-Appalaches. Avec cette acquisition, nous pourrons développer le marché à l'ouest de La Pocatière. Notre expertise nous permettra de moderniser l'offre d'imprimerie, mais aussi de déployer des services de design graphique, marketing et médias numériques presque inexistants actuellement dans la région de Chaudière-Appalaches. Dans les prochaines semaines, nous travaillons à intégrer de façon respectueuse les employés déjà en place et les clients fidèles de Bernier Imprimeur à la grande famille professionnelle de Base 132, a expliqué Carl Thomasin, vice-président et directeur général de Base 132. Rappelons que Base 132 est forte de 27 ans d'expérience en design graphique,
stratégie marketing et impression. Soutenu par une équipe solide de 30 employés, Base 132 prend racine sur la route 132 à travers 4 bureaux de Québec, Rivière-du-Loup, en passant par La Pocatière et Saint-Pascal. La MRC de Lillet lance officiellement une offensive afin de stimuler l'achat local sur son territoire et accompagner ses entreprises vers le virage numérique. La démarche de la MRC de Lillet comprend d'abord une nouvelle présence web via une plateforme qui permettra de faire connaître tous ces commerces et de rassembler leur offre au même endroit. Il s'agira finalement d'une grande boutique en ligne regroupant les commerces locaux, leurs produits et des entreprises de divers secteurs. Les citoyens pourront s'y rendre pour acheter directement sur Internet ou simplement pour découvrir ou redécouvrir les entreprises inspirantes établies dans leur milieu. À travers cette initiative, la MRC souhaite également offrir la possibilité aux commerces de se créer, à peu de frais, une boutique en ligne grâce à la plateforme Shopify. Tous les commerçants de la région seront approchés dans les prochaines semaines et invités à s'y inscrire pour obtenir leur propre boutique en ligne ou à être présentés par le biais du répertoire régional. Plus que jamais, on prend conscience de l'importance d'une présence en ligne de qualité. Les Québécois sont de plus en plus à l'aise avec le fait de magasiner sur le web et si nos commerces ne s'y trouvent pas, les consommateurs risquent d'acheter ailleurs, mentionne René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. La MRC de Lillet proposera un accompagnement aux entreprises et des formations seront organisées pour les soutenir dans cette démarche. Plus de détails sont à venir concernant la forme que prendra cet appui. La vente en ligne, ça requiert du travail de plus et certaines connaissances nouvelles. On souhaite préparer nos entreprises comme il faut afin que leur expérience à travers ce projet soit positive. Nous croyons que la réussite de ce projet repose sur l'accompagnement qui leur sera offert, explique Sylvain Thibouteau, directeur du développement économique de la MRC de Lillet. Une vaste campagne de promotion sera aussi mise sur pied afin de présenter les commerces et leurs offres et afin de sensibiliser la population de la MRC de Lillet à l'importance d'acheter local. La crise actuelle a durement touché certaines de nos entreprises et nous souhaitons qu'elles sentent que la communauté est derrière elles dans ce moment plus difficile. Il faut que les acteurs et les citoyens de la région répondent présents et appuient nos commerces locaux, renchérit René Laverdière. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet se joint à la MRC de Lillet pour investir dans l'achat de la plateforme et la mise sur pied de cette offensive. Dès le 20 juin prochain, 6 musées de Chaudière-Appalaches s'unissent pour inviter les visiteurs à explorer les beautés intérieures et extérieures de leur site. On en parle après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dès le samedi 20 juin prochain, 6 musées de Chaudière-Appalaches s'unissent pour inviter les visiteurs à explorer les beautés intérieures et extérieures de leur site, le tout de manière responsable et sécuritaire. La saison touristique s'amorce graduellement et pour les attraits du monde culturel, c'est l'occasion de s'unir pour offrir des expériences riches en découvertes. Dans un élan de solidarité, le domaine Joly de Lotbinière, le musée Minéraux, le musée Marius Barbeau, le musée maritime du Québec,
le Musée de la mémoire vivante et la Seigneurie des Aunais invitent les visiteurs à un véritable festin culturel. Pour stimuler la découverte de leur lieu culturel, un incitatif est offert aux visiteurs cet été. En se procurant la carte abonnée du musée, d'un des 6 musées partenaires, le visiteur pourra accéder gratuitement au site des 5 autres lieux culturels en 2020. Pour faire le plein de culture, les musées agréés de la Chaudière-Appalaches ont établi une superbe entente. Ainsi, en devenant membre ou abonné de l'un de nos musées, les visiteurs auront accès à un véritable panier débordant de délicieuses expériences culturelles partout dans la région. Imaginez, a mentionné Marie-Claude Gamache du Musée maritime du Québec. Explorer les beautés intérieures et extérieures des sites culturels, visiter un musée, n'est pas réservé qu'aux jours de pluie, surtout lorsque ces lieux se retrouvent au cœur des sites naturels d'une grande beauté. Nous avons de véritables trésors culturels dans la Chaudière-Appalaches. Il faut inviter les gens à sortir dehors pour voir la vraie nature des musées. Que ce soit pour se promener sur une plage baignée par le fleuve Saint-Laurent en bordure d'anciennes terres seigneuriales, pour voir des vestiges miniers à Thetford ou pour découvrir l'identité culturelle de la Beauce en explorant un village aux richesses architecturales, les visiteurs doivent absolument venir découvrir les sites naturels qui entourent nos lieux, a expliqué Jean-Philippe Bolduc du Musée Marius Barbeau. Il s'agira d'une expérience unique dans notre région. Imaginez-vous visiter des bateaux-musées au cœur d'un parc fluvial légendaire, ou encore découvrir le patrimoine immatériel à travers des savoir-faire et des témoignages au cœur de Saint-Jean-Port-Joli, ou s'offrir une pause gourmande après avoir exploré un domaine naturel de 7 hectares. Ce sont de véritables expériences immersives qui attendent les visiteurs, a ajouté André Anglehart de la Seigneurie des Aunais. Évidemment, dans le contexte des dernières semaines, l'expérience touristique a été revue pour rendre la découverte des lieux agréable et sécuritaire pour tous. La sécurité du visiteur est primordiale. Nous suivons les guides des normes sanitaires développées par la Direction de la santé publique. L'expérience offerte n'en sera pas moins intéressante et divertissante. Nos visiteurs sont nos invités et nous sommes toujours prêts à partager avec eux la passion qui nous anime, a indiqué Hélène Leclerc du domaine Joly de Lotbinière. L'achat local sera du même coup encouragé. Sur la route en direction de nos musées, nous invitons les gens à se procurer un panier de pique-nique rempli de délicieux produits locaux, à venir le déguster au cœur de nos sites champêtres. Les sites extérieurs de nos musées ont des tables de pique-nique, sentiers, belvédères, jardins, accès au fleuve et des vues magnifiques, a mentionné Sandra Zapata du Musée de la mémoire vivante. Ce sera donc un parcours riche en connaissances. Les différentes expositions offertes dans nos musées sont là pour vous assouvir la curiosité des gens et l'environnement naturel transporte les visiteurs hors des sentiers battus à la découverte de la vraie nature de nos lieux culturels, a conclu Laurie-Jacques Côté du Musée Minéraux. Dès samedi le 20 juin, les visiteurs sont ainsi invités à découvrir les beautés intérieures et extérieures des 6 musées agréés de la Chaudière-Appalaches. À noter que le musée Minéraux ouvrira ses portes le lundi 13 juillet 2020. Pour préparer notre visite, n'hésitez pas à consulter le site web de chaque musée pour connaître leurs horaires d'ouverture et tarifs, ainsi que les mesures sanitaires mises de l'avant pour vous offrir une expérience de visite agréable et sécuritaire. Transport adapté et collectif, l'île-et-Nord et la MRC de Lillet annoncent des changements importants dans le transport des personnes qui viendront bonifier l'offre en transport collectif sur le territoire de la MRC de Lillet. Le conseil de la MRC de Lillet a d'abord décidé de créer un nouveau service de transport de personnes au sein de son organisation, et ce, pour l'ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2021. D'ici là, des consultations seront menées auprès des municipalités, des entreprises, des organismes communautaires et de loisirs afin de développer une toute nouvelle offre en matière de transport collectif à l'échelle de toute la région. Plus que jamais, la MRC de Lillet souhaite que le transport collectif contribue au développement social et économique et favorise les déplacements et l'accès aux gens de la région aux différentes activités disponibles.
Depuis mai, Transport adapté et collectif de l'Île-Nord et la MRC de Lillet ont convenu de transférer à cette dernière la gestion des opérations en matière de transport collectif pour les communautés du nord de l'Îlet et du transport adapté pour les municipalités de Saint-Aubert, Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Damas de Lillet et Saint-Jean-Port-Joli. La clientèle continue donc de recevoir les mêmes services qu'auparavant jusqu'à ce qu'une nouvelle offre de services soit en vigueur. Pour rejoindre le service de transport de personnes de la MRC, vous pouvez communiquer avec le 418-598-3076. Finalement, la MRC de Lillet est heureuse d'annoncer la nomination de M. Antoine Ciletti au poste de directeur du service de transport de personnes. M. Ciletti est détenteur d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. S'intéressant notamment à la question du transport, il a aussi œuvré au sein d'entreprises organisant des activités sportives et récréatives. Il succède à Martin Langevin, qui est parti pour la retraite. Au nom des membres du conseil d'administration de transport adapté et collectif de l'Île-Nord, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement M. Langevin pour son dévouement et son professionnalisme durant toutes les années où il a été à la barre de l'organisation, a exprimé René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. C'est devant une diminution marquée des activités de loisirs estivaux sur le territoire du Kamouraska en cette période pandémique de la COVID-19 que le projet Ciné-Camou a vu le jour en juin 2020, et ce, par l'alliance de 6 municipalités du territoire. Soucieuse de pouvoir offrir une activité gratuite grand public à la fois réconfortante et amusante, malgré les circonstances de la situation actuelle, une alliance intermunicipale a donc été créée entre les municipalités de Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-l'Allemand, Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Léry, Sainte-Hélène de Kamouraska et Saint-Alexandre de Kamouraska. Avec certains enjeux découlant des consignes gouvernementales en vigueur, les employés municipaux concernés ont mis la main à la pâte pour développer un projet de cinéparc avec visionnement et écoute directement de la voiture. Les membres se sont démarqués par leur belle collaboration, leurs échanges dynamiques ainsi que leur fébrilité à rendre le projet réalisable. La naissance de cette activité marque une ère nouvelle pour l'entraide municipale de ces municipalités kamouraskoises, alors que les coordonnateurs y voient une pérennité dans la diversité de l'offre de loisirs intermunicipaux futurs, remettant en perspective l'aspect collaboratif de leur démarche. C'est la municipalité de Rivière-Ouelle qui a lancé l'idée aux responsables des loisirs de la MRC, et c'est ainsi que 5 autres municipalités ont démontré fermement leur appui et leur implication au développement du projet. C'est donc un total de 6 représentations cinématographiques gratuites qui seront offertes à la population entre le 26 juin et le 4 septembre. L'activité peut être remise au lendemain ou à la semaine suivante en cas de pluie. Les heures et les lieux sont à déterminer par les dites municipalités. Les représentations sont de catégorie générale, films familiaux et comédies. Un cadre de règlement approuvé selon les recommandations de la santé publique sera acheminé pour le bon déroulement de l'activité en lien avec les restrictions actuelles. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter les municipalités participantes. Enfin, la COVID-19 va coûter cher à Hydro-Québec, a prévenu lundi la PDG de la Société d'État, évoquant une baisse des revenus de plusieurs centaines de millions de dollars d'ici la fin de l'année. Ça frappe, ça fesse fort, a commenté la nouvelle présidente et chef de direction d'Hydro-Québec. Jusqu'en juin, c'est déjà 130 millions de moins dans les coffres de la Société d'État, a-t-elle affirmé en marge d'une conférence organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle a toutefois refusé de préciser l'ampleur de l'impact financier de la crise sanitaire sur les finances de l'entreprise publique, rappelant que celle-ci est loin d'être terminée. Cette diminution des revenus s'explique principalement par la consommation d'électricité moindre de la part des clients industriels et commerciaux d'Hydro-Québec depuis que la plupart des activités économiques ont été mises sur pause le 13 mars dernier. Pas question pour l'instant d'offrir des programmes d'aide financière à ces entreprises qui pourraient avoir tardé à acquitter leurs factures d'électricité, a soutenu Mme Brochu, rappelant que la COVID-19 a le dos large par les temps qui courent.
Soudainement, certaines entreprises se disent qu'elles peuvent demander des choses. Nous, on n'est pas dans une logique d'effacer des dettes, mais d'effacer des paiements. La dirigeante a toutefois voulu se faire rassurante aucune restructuration ou mise à pied n'étant à prévoir pour l'instant en raison des résultats financiers. Par ailleurs, 3 semaines après le début des manifestations de Black Lives Matter visant à dénoncer le racisme systémique aux États-Unis et au pays, et alors que le premier ministre François Legault venait d'annoncer la création d'un groupe de travail sur la question, Mme Brochu a avoué candidement ne pas savoir si Hydro-Québec dispose d'une cible pour accroître la présence de minorités visibles parmi son personnel. Il y a des programmes, mais je vous avoue mon ignorance. Existe-t-il une cible? Je ne le sais pas, a-t-elle dit, considérant que le comité de direction de l'entreprise est très blanc. J'arrive en poste, c'est une grande maison, Hydro. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Suivez-moi une journée, vous allez voir, c'est-elle justifiée. Un porte-parole d'Hydro-Québec a par la suite corrigé le tir sur Twitter. La semaine dernière, une analyse de Radio-Canada révélait que la vaste majorité des employeurs du secteur public, dont Hydro-Québec, ratent systématiquement les cibles de recrutement fixées par l'État. Celle d'Hydro est de 19 % alors qu'elle compte actuellement 8,2 % de minorités visibles. Aussi, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, demeure convaincue de la capacité de l'entreprise à vendre de l'hydroélectricité à l'Ontario et à l'État de New York. Et ce, malgré le refus du premier ministre Doug Ford et le ralentissement des discussions avec les Américains. On a des voisins, des infrastructures communes, des finances publiques sous pression comme jamais. On a tous intérêt à travailler ensemble, a affirmé Mme Brochu lundi. Je serais très surprise que l'Ontario ne veuille pas faire partie de cet écosystème-là. Hydro souhaite depuis longtemps vendre de l'électricité à la province voisine. Les espoirs sont aussi nombreux du côté de New York où le gouverneur Andrew Cuomo et la ville de New York ont réitéré leur intérêt pour l'énergie québécoise. Mais au-delà des paroles, les discussions avec les Américains sont sur la glace en raison des défis posés par la COVID-19 et les vives tensions raciales. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une question de disponibilité, a dit Mme Brochu, se disant confiante de la reprise prochaine des discussions. Quant à l'Ontario, le premier ministre Doug Ford a fermé la porte à l'achat d'électricité québécoise en décembre. M. Ford a encore redit récemment qu'il souhaitait investir dans la construction d'infrastructures électriques créatrices d'emplois en Ontario. Mais Mme Brochu fait valoir qu'elle pourrait vendre de l'électricité par intérim pendant que sont construites ces éventuelles centrales ontariennes. Chose certaine, le projet de virage international défendu par son prédécesseur, Éric Martel, est mis en veilleuse. On prend un pas de recul, a confirmé Mme Brochu. C'est que depuis l'annonce du virage international en 2015, le contexte a passablement changé. On va réaliser des investissements importants, mais au Québec. Cet argent-là, on va l'investir ici avant de l'investir au Pérou, a-t-elle illustré. Dans quelques instants, les sports. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté nouvelles sportives, qui sont plutôt rares de ce temps-ci, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, n'a toujours pas donné son feu vert quant à la réouverture des centres d'entraînement, mais plusieurs gyms de la région de Québec comptent rouvrir leurs portes au courant des prochains jours.
Selon le journal Le Soleil, le propriétaire du méga fitness gym dans l'ancienne Lorette, Dan Marino, rouvrira son centre d'entraînement le 16 juin. Si j'ai des amendes, je vais les prendre, mais je vais les contester, car selon moi, ce n'était pas dangereux pour la santé publique de rouvrir, lance-t-il. Et des mesures sanitaires seront ajoutées, explique-t-il, comme le respect de la distanciation sociale, des bornes de désinfectants additionnels et la fermeture des douches. Mon local mesure 25 000 pieds carrés et il n'y a jamais plus de 100 personnes durant les heures de pointe. Je ne pense pas qu'on met du monde en danger avec la réouverture, estime M. Marino. À la question s'il se sent délaissé par le gouvernement, il répond que le terme « délaissé » est poli. On est oublié, on est complètement ignoré. Ce dernier affirme avoir discuté avec d'autres propriétaires de centres d'entraînement de la région qui ont, eux aussi, décidé de rouvrir leurs portes même si la santé publique n'a pas encore donné sa permission. Si on n'agit pas, on va faire faillite, témoigne-t-il. La salle de Gym XL Gym Signature à Val-Bélair annoncera le 17 juin la date de sa réouverture. Dans une publication Facebook datée du 12 juin, il est écrit « Nous attendons impatiemment une date de réouverture de la part du gouvernement. » De toute évidence, ce gouvernement semble nous avoir définitivement oubliés. Alors, nous devons agir. Le même jour, une liste des règlements à suivre lors de la réouverture était publiée. Maximum de 12 personnes à l'intérieur du gym, maximum de 60 minutes par personne, vestiaires et toilettes fermées jusqu'à nouvel ordre, etc. Le Soleil a tenté de rejoindre le propriétaire du XL Gym Signature sans obtenir de réponse. Le 9 juin, une cinquantaine de propriétaires de centres d'entraînement avaient manifesté devant l'Assemblée nationale pour demander la reprise de leurs activités. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 175 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Quelle magnifique journée on a connue hier et ça va se poursuivre là, au cours des prochaines heures, voire des prochains jours. D'abord, on regarde l'image radar qui en dit long sur la situation actuelle. Vous avez une petite masse nuageuse au-dessus de l'île du Prince-Édouard. C'est à peu près les seuls nuages que j'ai aperçus. Sinon, c'est un ciel vraiment dégagé qu'on a ce matin. C'est vraiment beau. Alors, on nous prévoit une belle journée comme ça tout au cours de ce mardi. Le 16 juin, vent du sud-ouest de 20 km/h avec du soleil, maximum de 26, facteur humidex 27. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 16. Demain, mercredi, le soleil sera encore des nôtres avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h et des rafales pouvant aller jusqu'à 40 en mi-journée, maximum de 30, facteur humidex de 33. Donc, ce sera beau et chaud encore demain. Pour jeudi, beau et chaud avec un maximum de 30 degrés. Pour vendredi, beau et chaud avec un maximum de 29 degrés. On est vraiment chanceux. Et pour samedi, je joue au golf. Maximum de 20, temps nuageux. Eh oui.
Et pour dimanche, pour la fête des pères, c'est le retour du beau temps avec du soleil et des nuages maximum de 28 degrés. Pour lundi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 26 degrés. Les températures les plus élevées ont été enregistrées en 2007 avec 30,7 degrés. La plus basse en 2003, imaginez-vous, pour un 16 juin, 4,9 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 23,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 4,7 degrés. La pression barométrique est à 102,8 kPa à la hausse. L'humidité est à 68 % et les vents soufflent faiblement de direction est-sud-est à 3 km/h. Il fait 17 degrés sous un soleil radieux. Pour les heures de la marée maintenant, elle est basse à 9h09, haute à 14h57 et de nouveau basse à 21h28 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 16 du mois de juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 16 juin. Bien, bonne fête d'abord à Germaine Jolivet. C'est de la part d'Huguette et du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Madame Germaine Jolivet. Bon anniversaire aujourd'hui à Mme Huguette Landlois. C'est Claire qui vous souhaite bon anniversaire en ce 16 juin. Bonne fête, Mme Huguette Landlois. Bon anniversaire à Mme Germaine Jolivet. On l'a mentionné, mais cette fois-ci, c'est de la part de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, on le sait que ça ne passe jamais sous silence, les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, on va sûrement souligner ça. Mme Jolivet, bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire de mon bon ami aujourd'hui, Daniel Laprise, président de Maison Laprise, de Laurando Portes et Fenêtres. Alors, bonne fête, Daniel Laprise, aujourd'hui, qui change de dizaine. Il va être très content que je le dise. Il a 60 ans aujourd'hui, Daniel Laprise. Alors, bonne fête, Daniel. Le 16 juin, les coalitions africaines de l'Action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour marquer le coup pour la Journée de l'enfant africain. La Journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto le 16 juin 1976 par le régime de l'apartheid. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la Journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale auprès des dirigeants afin qu'ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes. Incroyable. En souvenir, le 16 juin 1995, 15 000 personnes rassemblées devant un écran géant à Place du Ville à Québec apprennent avec déception que Salt Lake City obtient les Jeux olympiques de 2002 au détriment de la ville de Québec. On se souvient tous de ça. Un coup de masse qui laissa la foule silencieuse et complètement abasourdie. Non seulement Québec perdait au premier tour au profit de Salt Lake City, mais elle terminait 4e avec seulement 7 votes sur 89, dont les 2 voix du Comité olympique canadien. Les anniversaires, Danielle Ouimet, actrice et animatrice québécoise, elle a 73 ans aujourd'hui. Maxime Landry, grand gagnant de Star Academy 2009, 33 ans. Jean-Thomas Jobin, humoriste québécois, 45 ans. Daniel Boum Desjardins, ex-membre de la Chicane, 49 ans. Phil Mickelson, golfeur professionnel de la PGA, 50 ans. Gino Vanelli, chanteur canadien, 68 ans. Derek Sanderson, recrue de l'année dans la Ligue nationale en 68, qui a joué 10 saisons dans la Ligue, dont 7 avec Boston. Il a 74 ans aujourd'hui. Et les disparus de ce 16 juin, l'an passé, Frédéric Anderman, 88 ans, neurologue pédiatrique d'origine ukrainienne, reconnu mondialement pour ses travaux sur l'épilepsie. En 2017, Helmut Kohl, 87 ans, le père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie d'après-guerre de 82 à 98. En 2015 est décédé Mighty Sam McLean, 72 ans, chanteur et compositeur américain. En 2014, Tony Green,
54 ans, ancien joueur vedette du baseball majeur pour San Diego. En 2010, Maureen Forrester, 79 ans, contralto montréalaise de renommée internationale. En 2007, Bernard Pinard, 84 ans, ex-ministre de la Voirie. Je voulais juste le mentionner parce que dans le temps, on parlait du ministère de la Voirie. Maintenant, c'est le ministère des Transports. Dans les gouvernements de Jean Lesage et de Robert Bourassa. En 2003, Pierre Bourgault, 69 ans, communicateur, chroniqueur et enseignant. Et enfin, en 97, Gaston Mandeville, 40 ans, trop jeune, décédé, chanteur québécois. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose la chronique ornithologique de notre ami Jocelyn Landry. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès, une entrevue avec Rénald Ouellette qui vient de recevoir la nomination de maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Donc, c'est le directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon. Il sera avec nous ici en studio. Il y aura la chronique La Pouponnière et enfin José Soucy qui sera avec nous. Donc, je vous souhaite une belle et bonne émission. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry, ornithologue amateur. Je précise ornithologue amateur parce qu'ils sont plutôt rares au Québec, les ornithologues professionnels. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Ils sont souvent dans leur bureau à préparer des projets de conservation, à faire aussi, oui, du terrain. Je connais entre autres le monsieur Sylvain Lessard, qui est bien connu au Québec, qui a dû même s'exiler pour son travail de biologiste. L'ornithologie étant pas toujours une activité très connue, très populaire. Quand on parle d'ornithologues, en fait, on parle des amateurs, des 200 000 ornithologues qui s'intéressent aux loisirs ornithologiques. Oui, il y a des professionnels comme Sylvain dont je vous parlais tantôt, mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui, à la mangeoire, va pouvoir observer des oiseaux et il va aussi pouvoir enfiler son sac, partir avec ses jumelles et son livre et aller observer les oiseaux. Ce sera le cas pour notre sujet du jour, l'observation des canards. Aujourd'hui, je vous parle de canards, puis je vous parle de nos sites d'observation où on peut observer ces oiseaux. Donc, les ornithologues amateurs, ces 200 000 personnes, peuvent être membres ou non d'un club d'ornithologie. C'est plutôt conseillé d'être membre d'un club d'ornithologie parce que ça vous aide à connaître les bons endroits, les bons spots, comme on dit, pour faire de l'observation d'oiseaux. Et lorsqu'on commence à s'intéresser aux oiseaux, on pense à la forêt. Puis à un moment donné, on veut découvrir un autre habitat qui sera souvent les marais, les milieux humides, un secteur parfois moins connu. Et c'est là qu'on va découvrir nos canards. Donc, les canards, c'est pas tout le temps la première chose qui va attirer notre attention lorsqu'on fait de l'ornithologie. On les entend pas aussi souvent chanter. Chez nos oiseaux, on va entendre l'oiseau avant de le voir. 80% du temps, c'est ce qui va nous arriver lorsqu'on fait de l'observation. Les canards vont donc passer un peu plus inaperçus. Il faut savoir que nos canards ont des chants ou des cris différents, eux aussi, qu'ils vont utiliser lors de la parade nuptiale, aussi pour garder le contact entre eux. Les canards à Montmagny, ils sont présents tellement qu'on pourrait même dire qu'ils sont intimement liés au début de l'installation des premiers Européens ici dans le secteur. Lorsque vous êtes un Français dans les années 1600, en 1645, lorsque M. Moyen s'est installé à l'île aux Oies, c'était l'abondance de gibier à plumes qui permettait de penser qu'on allait passer l'hiver. Vous construisez votre maison, vous avez besoin pour votre famille de vivre et les oiseaux migrateurs ont été à la base de l'alimentation des premiers Français. Les recherches archéologiques, entre autres, de Marcel Mousset à l'île aux Oies pendant 10 années, ainsi que les fouilles archéologiques sur la pointe à la Caille de Montmagny, ont permis de démontrer que l'un des artefacts les plus souvent trouvés, c'était des os vides, des os d'oiseaux, et qui étaient bouillis, donc qui avaient servi dans l'alimentation. Donc, vous comprenez que la chasse, lorsqu'on s'installe en forêt, oui, il y a le gros gibier, mais c'est pas toujours facile. Et puis, le gibier à plumes, lui, il est quand même présent chez nous et il est présent à courte distance lorsque la marée du fleuve monte. Autant pour le chasseur qui va attendre la marée haute pour voir les canards d'un peu plus près, les oiseaux qui s'approchent de vous, vous qui êtes observateur d'oiseaux, vous allez aimer vous installer aux abords du fleuve pour faire de belles observations de canards.
Qu'est-ce qu'on peut voir à Montmagny comme espèces? Bien, quand même, je dirais, la majorité des espèces qui migrent, qui nichent au Québec est de passage à un moment ou à un autre de l'année dans le secteur de Montmagny. J'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux et pas longtemps après à baguer, à marquer des canards. Nous avions une station de bagage à Montmagny et une autre à l'île aux Oies et c'est là qu'on pouvait voir et attraper ces oiseaux qui étaient en bon nombre et aussi en variété d'espèces. Je vous en nomme une, le canard branchu. C'est pour moi l'oiseau le plus mythique que j'ai eu entre mes mains à un moment donné. Le canard branchu, c'est comme son nom l'indique, un oiseau qui vit dans les branches, qui va avoir des pattes palmées comme les autres et même des bonnes griffes pour s'accrocher aux branches. Et lui, son endroit de prédilection pour nicher, ce sera loin des prédateurs, en hauteur. Je vous ai parlé au début de l'entretien d'un ornithologue, M. Sylvain Lessard. Lui, à un moment donné, comme ornithologue au Québec, il a dû trouver de l'emploi en Colombie-Britannique et il me racontait que là-bas, il devait prouver pour une compagnie forestière que la coupe à blanc était une bonne chose. Alors, c'est un peu malheureux. La première année, oui, il y a abondance de petits oiseaux qui vont manger les fruits, les framboisiers et autres, mais les années qui ont suivi ont permis de démontrer plutôt le contraire, que la déforestation, la coupe à blanc était une très mauvaise chose et les compagnies forestières ont dû planter des chicots, un peu comme on voit ici sur le quai Boulanger présentement. On voit des poutrelles de bois qui représentent un peu l'époque des bateaux. Là. Simplement vous dire que les chicots sont importants pour les oiseaux qui nichent en cavité. Lorsque je parle de chicots, je parle d'arbres morts. Et puis, la compagnie forestière en Colombie-Britannique qui a planté ces chicots a révélé une photo assez impressionnante qui a fait le tour des médias là-bas, où dans un même chicot, on voyait plus d'une espèce qui habituellement niche loin les unes des autres, mais comme il y avait crise du logement, nichait dans ce fameux chicot. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que nos arbres morts sont importants. On a cette tradition française de couper les arbres morts, de faire un jardinage de nos forêts, mais les arbres morts sont quand même importants, il faut les conserver. Ils permettent la nidification de plusieurs oiseaux, comme les pics-bois, qui font des trous et qui permettent à d'autres oiseaux de pouvoir y nicher, et le canard n'échappe pas à cette règle. D'ailleurs, le canard branchu est l'une des espèces de canards qui nichent dans les chicots. J'ai déjà vu dans un tuyau de cabane à sucre un oiseau mal pris qui était un bexy qui s'était retrouvé là parce qu'il cherchait des chicots, il n'avait pas trouvé autre qu'une cheminée. Tout ça pour dire que les chicots sont importants. Quelques espèces vont nicher dans les arbres, tel le canard branchu. On va tenter de vous montrer une belle image de cet oiseau-là qui a l'œil rouge, qui est magnifique. Mâles et femelles sont de toute beauté. Dans la région de Montmagny, nous avons, avec les ailes vertes, une division jeunesse qui existait chez Canard Illimité il y a une quinzaine d'années. On a installé des cabanes pour les branchus dans le marais de Montmagny et on a réussi à en faire nicher plusieurs. Donc, les bexy, les garrots vont utiliser les chicots pour nicher. Quels autres canards on peut observer dans le coin? Bien sûr, le canard colvert, qui est le plus connu, un oiseau avec la tête verte, avec la queue en tire-bouchon. On le voit très bien aux abords du quai Boulanger ou du quai gouvernemental ici à Montmagny. Vous allez le voir au Parc Saint-Nicolas, sur la rivière du Sud. C'est un peu une vedette, c'est un oiseau qui a été même aux États-Unis nourri et encouragé. L'espèce a augmenté en nombre et a fait disparaître son cousin, le canard noir, en se mélangeant, en s'hybridant avec le canard noir. Le canard noir, c'est un oiseau quand même assez mythique et dans le monde, l'endroit privilégié pour l'observer, c'est ici. C'est dans l'archipel des 21 îles, au mélange des eaux douces, ainsi qu'au mélange des eaux douces et salées, puis aussi en Abitibi, où on peut observer cet oiseau-là qui va nicher souvent sous les cèdres. Donc, il est proche cousin, proche parent là, du canard colvert. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? Donc, le canard pilet est sans contredit une des vedettes à Montmagny. On l'observe l'automne. Vous savez, on aime à voir les oies blanches l'automne, puis on oublie que dans cette volée d'oies blanches, en même temps, migrent les canards qui seront quand même abondants. Donc, je pense au canard pilet. Dans les autres vedettes, si vous allez au marais aménagé par l'organisme Canard Illimité au centre-ville de Montmagny, l'un des seuls marais aménagés par l'organisme en milieu urbain, on est chanceux de voir ça près de la route verte, près du jardin communautaire. Vous allez voir là-bas
de petits canards, vraiment très petits, de la grosseur d'un pigeon. Je pense entre autres à la sarcelle à aile verte. On la nomme ainsi puisqu'elle a des miroirs. C'est la partie de l'aile qui est colorée, qui est brillante et qui sont verts, donc des miroirs. La partie du canard sur l'aile, c'est celle qui nous permet, dans un coup d'œil, d'identifier l'oiseau. Et la sarcelle à aile verte est très abondante chez nous l'automne. Elle voyage en groupe très serré à de grande vitesse. Les chasseurs ont parfois de la difficulté à chasser cet oiseau. On peut observer aussi la sarcelle à aile bleue, sa cousine. C'est un oiseau qui arrive du Brésil, donc qui a fait quand même un très bon kilométrage pour se rendre chez nous et venir nicher. C'est le premier des oiseaux qui va nous quitter vers la fin août, donc étant donné les grandes distances de migration que l'oiseau a à parcourir. Donc, c'est quelques espèces que je viens de vous nommer. Sachez qu'il y a de très beaux sites d'observation. Je vous ai parlé de l'organisme Canard illimité. Vous savez, en Amérique du Nord, on a perdu 80% de nos marais. Au Québec, c'est les mêmes chiffres, on n'y échappe pas. Nous avons détruit, parfois pour faire des stationnements de centres d'achat, des marais. Et on n'avait pas conscience de l'importance des marais il y a quelques années. On avait des subventions pour les détruire. Bien, les marais sont importants. C'est les reins de la planète. C'est dans les marais qu'on filtre l'eau. La ville de New York utilise d'ailleurs pour son réseau hydrique les marais comme bassin versant, comme usine de filtration naturelle, si on peut dire. Dans la région ici, Canard illimité est né en 1975 et a aménagé 5 marais. Je pense à l'Éverier, le marais Perdrix, à l'île aux Oies, on a fait des aménagements. Je vous ai parlé du marais aussi au centre-ville. Donc, c'est un organisme très crédible, l'une des plus crédibles en Amérique, qui opère depuis 1932 à la restauration des marais. Vous savez, les problèmes d'inondation vécus le printemps dernier sont dus à la disparition des marais qui joue aussi un rôle d'éponge qui retient l'eau de la fonte des neiges et empêche les crues du printemps. Donc, plus de marais, l'eau passe rapidement le printemps, puis ça fait les inondations qu'on connaît. Mais moi, ce qui m'intéresse des marais, c'est l'abondance de biodiversité. C'est-à-dire, c'est dans les marais, après les forêts tropicales, c'est dans les marais où on retrouve le plus grand nombre de plantes, d'insectes et donc d'oiseaux. Je pense au marais de Montmagny où on observe le troglodyte des marais et bien d'autres oiseaux. Nos canards, c'est là que vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver dans le bassin de décantation derrière le centre d'achat à Montmagny, le marais de Montmagny, les abords du quai. Donc, les milieux humides, vous allez être surpris de l'abondance d'oiseaux que vous allez y retrouver. Il n'y a pas juste des mouches dans les marais, il n'y a pas juste des frigos, puis c'est pas juste un endroit de pollution. Il faut changer notre perception qu'on a des marais qui sont des hauts lieux pour la faune, même qu'entre l'île aux Oies et l'île aux Grues, le haut marais qui est là est le plus grand au nord-est de l'Amérique du Nord. Bien sûr, on y retrouve l'ensemble des canards dont je vous parlais tout à l'heure et ça peut être pour vous un bel endroit d'observation d'oiseaux, le chemin de la Bâture, pour être capable d'aller observer ces oiseaux-là. Donc, je vous ai dit que nos canards étaient abondants ici. Il y a même une île qui s'appelle l'île aux canards sur notre groupe de 21 îles. Et il y a une chose importante à Montmagny, c'est que la chasse fait partie de nos traditions. On est à la mi-septembre, c'est le début de la chasse à la sauvagine, c'est-à-dire la grande famille des oies et des canards. Et puis la chasse, il ne faut pas la regarder d'un mauvais œil. Je pense qu'on a une culture qui a beaucoup évolué en lien avec la chasse. On était un petit peu anti-chasseurs dans les années 80, mais il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il s'agit d'une tradition. Donc, pour ceux qui aiment le sport de la chasse, l'oiseau en tant que tel, c'est une viande bio et il faut en parler à des chefs comme Martin Picard qui voient là une richesse avec la viande du gibier à plumes. Donc, la ville de Montmagny a été la première ville au Québec à identifier son patrimoine immatériel, c'est-à-dire d'identifier ses traditions comme le canot à glace, par exemple, mais aussi la chasse à la sauvagine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de nos traditions. C'était à un moment donné à la base de l'alimentation des premiers manimontois sur le territoire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un moyen de gestion, la chasse. Dans le monde, les espèces chassées ici en Amérique sont les plus abondantes. Nous avons été ici, dans le monde entier, un modèle en matière de conservation de la faune en créant des endroits protégés, tel le sanctuaire ici à Montmagny, qui est un sanctuaire fédéral protégé.
on a aussi fait des règles pour le nombre d'oiseaux qu'on a droit d'abattre dans une journée et aussi en possession. Et puis, les chasseurs ramènent leurs données scientifiques, vont remplir des formulaires, vont même ramener des ailes d'oiseaux que les biologistes vont pouvoir identifier pour connaître l'âge et aussi on veut connaître le sexe des oiseaux abattus. Bref, on connaît beaucoup d'informations sur nos oiseaux et finalement, pour vous dire que les chasseurs sont un maillon important de l'équilibre au niveau de la chasse. Donc, je vous l'ai dit, nos conventions font l'envie de plusieurs nations à travers le monde. Ça fait partie de nos traditions. C'est peut-être lié aussi à nos traditions autochtones, des traditions de chasse où on a une courte distance pour chasser et qu'on doit avoir l'œil de l'oiseau pour être capable de faire notre chasse. Donc, je vous parle un peu de chasse, mais comme je vous connais, observateur d'oiseaux, dites-vous que les chasseurs, eux aussi, doivent identifier l'oiseau avant de tirer dessus. Il y a une quinzaine d'espèces, donc comment on fait pour les identifier? Bien, il existe de bons livres. Vous pouvez passer du côté de la bibliothèque à Montmagny. On va vous renseigner de ce côté-là sur des livres peut-être plus spécifiques à l'observation de la sauvagine. Vous connaissez maintenant les bons endroits pour observer les oiseaux. Sachez que le printemps et l'automne, c'est une bonne période pour les observer. Tant qu'il y aura de l'eau douce, de l'eau libre à Montmagny, on pourra observer des oiseaux sur la rivière du Sud et sur les abords de Montmagny. À tous, je dis merci de votre écoute. J'espère que vous serez fidèles à nos prochains entretiens qui ont pour but de vous faire connaître les bons endroits de Montmagny pour votre loisir ornithologique ou tout simplement pour le plaisir d'observer le paysage. Merci à tous. Bonne fin de journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, une région très dynamique que la MRC de Lillet, deux entreprises de Lillet qui sont à la recherche de personnel, entre autres Humano Médical, cette belle entreprise de Lillet qui est actuellement à la recherche d'assembleurs avec un salaire de 19-17 $ de l'heure pour commencer. Des soudeurs à 22,10 l'heure et des opérateurs d'usine à 19,17 l'heure, plus une prime quart de soir de 2,15 $. C'est quand même très intéressant comme proposition. Alors, Humano Médical, joins-toi à une équipe grandissante. Alors, si ça vous intéresse, vous communiquez avec les gens d'Humano Médical à Lillette. Maintenant, une autre entreprise de Lillet, la fonderie Poitras, qui est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, étudiantes, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Ça vous intéresse? Nous embauchons à 17,50 $ l'heure, donc
très intéressant, une belle entreprise. Ce sont de beaux fleurons de notre région, particulièrement de cette région de Lillet. Donc, si ça vous intéresse pour la fonderie Poitras, 247-5041 ou encore, vous écrivez à carrière@fondriepoitras.com. Vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique à tous les mardis et jeudis, ce sont des gens qui vous aident dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisés. Le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet a 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés.
Les journées répit Mémorisation en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À Montmagny, le 8 juin 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé accidentellement M. Alain Gaudreau, époux de Mme Brigitte Nicole. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 20 juin à compter de 13 heures. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Un dernier hommage aura lieu le même jour, à 16 heures, à la résidence funéraire, en toute intimité, en présence des membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Accidentellement, le 5 juin 2020, Laurie nous a quittés trop tôt à l'âge de 22 ans. Elle était la fille de Mme Nicole Duval et de M. Gilles Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, les parents et amis pourront venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Seulement quelques personnes à la fois pourront entrer à l'intérieur. Nous demandons également qu'à l'extérieur de la résidence funéraire, les règles de distanciation soient respectées. Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 27 juin 2020 à la résidence funéraire de la Durantin-Fils, 99 7e rue Lillet. Son père Gilles et les membres de sa famille seront présents de 9h à 11h30. Sa mère Nicole et les membres de sa famille seront présents de 13h à 15h30. Les rituels funéraires en mémoire de Laurie auront lieu dans l'intimité. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Eugène. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mon prochain invité, vous allez le reconnaître, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans nos studios, mais on est bien content de le recevoir aujourd'hui. Rénal Ouellette, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Moi, la santé va bien. On est confinés à la maison un petit peu plus, mais on attend que l'orage passe. Comment Rénal Ouellette fait pour être confiné à la maison? On vit ça comment? Ben, c'est comme vous, hein? Via Internet, on est relié à la planète encore. Ça fait que je suis en contact avec plein d'amis qui sont dans d'autres pays, musiciens, tout ça. Puis j'essaie de me tenir au courant le plus possible là, de tout ce qui se passe, là, surtout en Europe, puis tout ça, au niveau de la COVID. Fait que pour savoir, nous, pouvoir prendre des meilleures décisions au niveau du Carrefour mondial de l'accordéon. On va en parler tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, c'est que le 4 juin, on a reçu un communiqué de presse dont j'étais bien fier de mettre en ondes. Rénal a été reconnu, en passant, vous allez me permettre de le tutoyer parce qu'on est quand même de bons amis. Il a été sur le premier conseil d'administration des Arts de la Scène dont j'étais président, quand on a démarré ça, les Arts de la Scène, avec Rénal. Donc, Rénal est reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Dis-moi exactement, qu'est-ce que c'est que maître des traditions vivantes? Bien, c'est un programme de reconnaissance qui est basé un peu sur les critères de l'UNESCO. Parce qu'il y a plusieurs pays qui désignent comme ça des maîtres de tradition vivante. Le Japon aussi, qui a une autre tradition de ça, de désignation de grands maîtres. C'est que ici au Québec, bien, c'était la première édition, la première année. Je fais partie de la première cuvée. Il y a eu 5 prix de décernés. Il y en a un en musique instrumentale, puis c'est moi qui l'ai eu. J'en suis vraiment très fier, parce que c'est un jury de pairs qui a pris la décision de me nommer, puis de nommer les 4 autres récipiendaires.
Donc, c'est vraiment c'est un haut niveau, une belle reconnaissance qui vient du Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est eux l'organisme qui chapeaute le tout, mais en partenariat avec le ministère de la Culture. Ça fait que c'est ça. C'est la reconnaissance. Bon, moi, mon créneau, tu le sais, c'est l'accordéon, c'est la musique traditionnelle du Québec. Donc, depuis, j'ai commencé à jouer de l'accordéon, j'avais 2 ans et demi. Donc, je suis rendu à 64, puis j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué à soit découvrir des nouvelles pièces de répertoire, à apprendre des techniques à l'accordéon, à côtoyer plein de musiciens aussi. Avec les années, je me rends compte que j'ai eu la chance de côtoyer des grands musiciens virtuoses à l'accordéon du style québécois, mais qui sont aujourd'hui décédés. Mais moi, en étant plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de travailler avec eux autres, de les rencontrer, de partager la musique avec eux. Ils m'ont adopté aussi, ces gens-là, parce que, bon, j'avais un certain talent, puis ils voyaient que j'avais une passion pour cette musique-là. Donc, ils m'ont laissé les côtoyer de près. Donc, j'ai appris beaucoup juste à l'oral à écouter ces gens-là. Tu as pris beaucoup d'expérience avec eux. Exactement. Puis le répertoire aussi, bon, j'étais un fouineux. Donc, très jeune, avec mon oncle Armand Labrec, ici à Montmagny, il y a un de nos amis qui était à Montréal, qui s'appelait Gabriel Labbé, qui est décédé maintenant, mais lui, c'était le plus grand collectionneur de disques 78 tours au Québec. Puis sa spécialité, c'était la musique traditionnelle du Québec. Donc, puis lui, il donnait du répertoire à Jean Carignan, Philippe Bruno, les grands maîtres de ce temps-là. Puis là, nous autres, on a dit, tabarouette, on va en trouver des disques. Nous. Fait que là, avec Armand, on faisait le tour de la famille. Premièrement, on a commencé par le monde autour de nous, là, les gens, les oncles, les tantes de la famille, puis tout le monde avait des caisses de disques dans les sous-sols ou dans les greniers. Fait que là, on fouillait, puis là, on trouvait du répertoire là, qui venait d'Alfred Montmarquette, puis Isidore Soucy, puis Gérard Lajoie, tout ça. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai bâti aussi mon répertoire de musique que j'ai pu donner après ça, soit pour la danse ou pour la musique de concert. Fait que là, c'est comme ça que j'ai appris c'était qui les grands musiciens du Québec. Parce que à l'époque, ceux qui faisaient des disques, c'était vraiment les meilleurs, ceux-là qui étaient les plus reconnus. Donc, c'est ça, j'ai acquis toute cette connaissance-là en m'amusant, finalement. C'était comme un jeu de découvrir des disques, un nouveau disque, une nouvelle pièce. C'est comme ça que, bon, avec les années, j'ai pu tout planifier mon répertoire, tout ça. Ça me fait drôle que tu nommes Gérard Lajoie, que tu nommes Isidore Soucy, parce que ça fait partie, c'est le patrimoine. Hein, ça fait. Exactement. Ces gens-là nous ont fait connaître la musique traditionnelle. Est-ce que, ça me permet de te poser la question, est-ce que cette musique traditionnelle est en voie de disparition? Parce qu'on entend, à part le Carrefour mondial de l'accordéon, on n'entend plus ou presque plus cette musique-là. Est-ce qu'elle est en voie de disparition? En voie de disparition, moi, je pense pas. C'est sûr qu'on en entend moins souvent qu'autrefois, qu'avant. Par contre, il y a nous, le Carrefour mondial de l'accordéon, avec le musée, tout ça, qu'on diffuse. Mais il y a d'autres diffuseurs aussi à Montréal, sur la rive sud de Montréal, sur la rive nord, dans le coin de Joliette. Il y a des points encore où il y a des événements, puis il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent très fort à la promotion puis à la mise en valeur de cette musique-là. Moi, c'est sûr qu'on en entend moins. Par contre, je te dirais que les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ils sont vraiment de qualité, ils sont vraiment extraordinaires. On a un niveau qui est extrêmement élevé. Ça fait que ça, je pense qu'avec ça, ça va toujours rester. Le vécu dans d'autres pays, j'ai été appelé souvent à aller en France. J'ai rencontré en Bretagne, dans le Poitou, des organismes qui là-bas faisaient ils appelaient ça du collectage. Ils allaient rencontrer des gens qui jouaient la musique traditionnelle de leur région à eux. Ils les enregistraient, ils les photographiaient pour garder cette musique-là vivante encore, puis que les jeunes puissent apprendre le répertoire. Eux, ils sont partis de zéro. Hein. À un moment donné, il y a certaines régions en Bretagne, il n'y avait plus de musiciens, il n'y avait plus de traces. Fait que là, ils ont fouillé, ils ont trouvé, il en restait quelques-uns. Ça fait que nous, on a la chance qu'il y a eu encore une continuité. Quand on dit patrimoine vivant, puis le prix est relié également à ça, c'est que c'est la transmission des savoirs. Tu as assuré la relève. Il y a une relève, Renan? Oh, oui, il y a une relève. Puis moi, à une époque, c'était moi la relève. Donc, j'ai appris, moi, de ma famille, puis de d'autres musiciens ici au Québec. Puis maintenant, avec l'école de musique, on a une classe d'accordéon. Donc, on a une dizaine de jeunes qui, aujourd'hui, apprennent l'accordéon. Puis là, c'est ça ma mission. Moi, là, en ce moment, je travaille là-dessus, de la continuité de cette musique-là. Il y a un jeune ici à Montmagny, Alexandre Boivin-Caron, qui est extraordinaire, qui est un très, très, très bon musicien. Il y en a encore partout sur le territoire, puis vraiment des jeunes musiciens de qualité. Sur la planète, est-ce que la relève est aussi bonne qu'elle peut l'être ici? Oui, dans les autres pays, c'est pareil. Nous autres, le créneau, c'est sûr qu'on a développé, c'est l'accordéon, là, mais moi,
quand je vois partout, là, que ce soit en Italie, en Espagne ou au Pays Basque, la musique traditionnelle, il y a 3000 jeunes qui jouent de l'accordéon en ce moment au Pays Basque, du côté espagnol. Du côté catalan, c'est la même chose. En France, en Bretagne, c'est très, très, très fort, dans le Poitou, tout ça. Je sais qu'une année, il y avait des jeunes Russes qui étaient venus, là. En Russie, en Ukraine, en Scandinavie aussi. Non, c'est partout, c'est mondial. Donc l'avenir est assuré? Oh oui. Oui. Non, ça fait partie, ça, c'est... Je dis toujours, c'est comme une belle vieille maison ancestrale. Hein? On essaie de les préserver le plus possible. C'est sûr qu'il y a un coût rattaché à ça, puis il faut leur faire attention, mais c'est la même chose au niveau des traditions vivantes, que ce soit le chant, la danse, le conte, la musique instrumentale. Il y en a encore, puis une chance, parce que c'est nos racines, puis il faut que ça reste. Est-ce que cette pandémie peut nuire à tout ça? Est-ce que l'avenir, parce que là, bon, il n'y a pas de Carrefour mondial cette année, est-ce que tu as l'occasion de parler avec des musiciens de partout, parce qu'on dit c'est mondial? Est-ce que tu as l'occasion de parler avec ces musiciens-là? Comment ils vivent ça, eux, cette situation-là? Parce qu'il n'y a pas de spectacle. Il n'y en a pas au Québec, mais il n'y en a pas nulle part ailleurs. Là. Il n'y a pas de spectacle, donc tout est arrêté partout. Ils vivent ça comment, eux? Bien, tout le monde vit ça un petit peu difficilement parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain. À un moment donné, il y a eu un stop, là, puis tout arrêté. Tout y était rassemblement parce que, bon, les créneaux qu'on est, nous, en diffusion, c'est toujours des diffusions de masse dans des salles. Fait que là, il y a tout le temps l'histoire de la distanciation, le 2 mètres ou le 1 mètre, là, selon le pays, de distance. C'est difficile à respecter dans des salles de spectacle ou des grands rassemblements, même extérieurs. Donc, puis du jour au lendemain, tout a arrêté. Là. Moi, j'avais 4 voyages en Europe de planifier, puis à un moment donné, j'ai dû annuler. J'ai annulé quand même assez vite parce que, bon, il y a toujours une question de budget. Là. Il fallait que j'engage des frais, il fallait que j'achète des billets d'avion, puis des réservations d'hôtel, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben, avant, je veux vraiment m'informer. Fait que là, j'ai fait un petit tour d'horizon là-dessus, puis j'ai pris la décision de pas voyager cette année. Donc, j'ai prévenu les gens. J'étais censé aller participer à un concours d'accordéon en France, dans le coin de Dijon. Maintenant, je suis invité à titre de jury. Donc, je fais partie du jury des sélections, de compétitions en accordéon ou en musique traditionnelle. Fait que là, je les ai prévenus que cette année, je ne pourrais pas y aller. Au début, ils étaient déçus, mais ça a pris 3 semaines après. Ils m'ont envoyé un courriel comme quoi ils annulaient l'événement eux aussi. Donc, tout est arrêté. J'ai des amis qui sont musiciens. J'ai un de mes bons amis, Roman Jbanov, qui est russe d'origine, mais qui habite en France. Puis lui, c'est un des musiciens que je connais, moi, qui travaille le plus. Il y a toujours un projet, il y a toujours quelque chose. Puis en France, en Europe, il voyage beaucoup, soit en train ou en voiture. Ça fait que là, il était tout le temps sur la route. Il fait des kilométrages incroyables avec son auto dans une année. Il y a des concerts là. Le lendemain, un autre concert à 500 km. Puis il était tout le temps actif. Il n'était jamais chez eux. Puis là, c'est ça. Lui, j'ai parlé dernièrement au téléphone. Mais justement, il m'a téléphoné pour me féliciter à cause j'avais gagné le prix. Puis c'est ça qu'il me dit. Il dit, Rénal, tout est arrêté. Il dit, c'est stop partout. Il n'y a rien qui fonctionne en ce moment. Ça fait que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les musiciens. Nous, au niveau du Carrefour, ben, on a pris la décision elle n'a pas été facile à prendre, la décision, puis elle s'est échelonnée sur une longue période avec l'équipe, là, avec Catherine Couillard, puis ça, il y a eu, puis Christiane Bouillet, la présidente. On a eu plusieurs rencontres virtuelles là-dessus, puis au début, on avait décidé d'annuler le volet international, parce que là, il aurait fallu engager les frais des réservations de billets d'avion, puis ça, puis on n'était pas sûr. Sans savoir si les artistes pouvaient venir. Donc, on a communiqué avec les gens, un à un. On leur a envoyé un courriel leur mentionnant que malheureusement, pour cette année, on était obligé d'annuler l'événement, mais qu'on gardait leur présence pour 2021. Donc, tout le monde, ils nous ont tous répondu là, on comprend bien la situation, puis il n'y a pas de problème, puis on va être avec vous en 2021. On a demandé à ces gens-là, c'est Catherine qui s'est occupée de ce travail-là, de nous préparer des petites capsules vidéo faites chez eux. Donc, une petite capsule qui dure 5 minutes, puis dans laquelle ils nous disent, bon, ben bonjour Montmagny, puis on est bien triste de ne pas pouvoir venir cette année, mais on va se revoir en 2021, puis avec une petite pièce instrumentale. Donc, c'est le genre de capsule qu'on va être capable de diffuser là, à partir du moment, normalement, là, qu'on met la billetterie en vente, pour notre clientèle de gens qui viennent de toutes les régions du Québec, puis des États-Unis, puis d'autres provinces canadiennes, pour
pour donner au moins que les gens n'aient pas le sentiment que le Carrefour, il n'y a rien qui se passe, puis tout est arrêté. On a travaillé, on a voulu garder un volet Québec, puis là aussi, à cause des mesures de distanciation, il a fallu prendre une décision. On était Mais comme c'était la fin de semaine du 7 septembre, il n'était pas trop tôt pour prendre la décision, parce que c'est jusqu'au 31 août que vous n'aviez pas le droit de faire de festival? Bien là, ce qu'on a dit, c'est qu'on va attendre pour voir si les choses se replacent, parce que là, ça a l'air à vouloir se replacer. Puis s'il n'y a pas une deuxième vague là, subito qui arrive, on devrait être bon au moins en tout cas, on aimerait être capable de faire un petit clin d'œil là, durant la fin de semaine, la fin du travail, probablement le samedi, puis de faire des animations, puis en collaboration avec nos amis restaurateurs, puis les hôteliers de Montmagny qui nous supportent depuis les tout débuts. Fait qu'au moins, il y aurait quelque chose. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parce que ça ne paraît pas. L'événement dure, mettons, 5 jours, la fin de semaine, la fin du travail, mais c'est une année de préparation. Donc, il y a toutes les... Est-ce que tu étais avancé? Au niveau des programmations, tout était fait. Même, j'ai fait 2 programmations, une avec artistes internationaux, une avec juste artistes canadiens et québécois. Mais c'est toute la logistique de préparer les scènes, les systèmes de son, les équipes techniques. Il y a un gros travail qui ne peut pas se faire. Il y a une machine en arrière. C'est ça. Ça ne peut pas se faire, ça, mettons, dans l'espace de 3 semaines, 1 mois, c'est impossible. Peut-être la mise en vente des billets, parce qu'on va avoir des gens, il faut avoir une programmation, mais il faut mettre les billets en vente, il faut que les gens aient acheté des billets. Tout ce processus-là, ça prend au moins 4-5 mois là, avant. Le fait qu'on n'ait pas de Carrefour cette année, est-ce que ça fragilise l'organisme? Est-ce que c'est... il n'y a pas de rentrée d'argent? Là? Il y a des sorties, mais il n'y a pas d'entrée. Ouais. Est-ce que financièrement, le Carrefour mondial est en bonne santé? Bien, ça, c'est Catherine Couillard qui fait un gros travail là-dessus. C'est elle qui est la directrice générale maintenant, qui s'occupe de ça. Mais je suis au courant parce qu'elle me l'a mentionné. C'est que, non, il y a eu un travail de fait. Tous nos partenaires financiers ont été rencontrés. Je pense que tout le monde a bien compris que la situation, puis que nous autres, on n'avait aucun contrôle là-dessus. Donc, je pense qu'il y a eu des présentations de budget avec un budget modifié sans l'événement. Puis les partenaires vont continuer à supporter l'événement pour cette année sans problème. Là, on devrait, puis il y a eu du personnel qui était mis en chômage. On avait deux personnes sur le personnel permanent qui étaient en congé de maternité. Donc, on avait engagé des contractuels. Les contractuels, bien, les mandats ont été moins longs justement, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le budget, il faut s'assurer de vivre. Le musée est arrêté, l'école de musique est arrêtée, le festival de dégelé, on a fait 1 semaine sur 4. Fait que tout était arrêté cette année, c'est vraiment... Pour le futur, ben, ce qui est inquiétant, la seule chose qui est inquiétante, moi, je dis, c'est que il va falloir qu'ils trouvent un vaccin et des médicaments pour soigner cette maladie-là. Parce que sinon, les mesures de distanciation, ils ne changeront pas, eux autres. Là. C'est toujours le même virus. Ça fait que... Puis là, ben, on a appris tout le monde, comme il nous suggère, à se laver les mains puis faire attention. Puis porter le masque, je pense que ça va venir de plus en plus. Pour 2021, en tout cas, s'il y a un vaccin qui est trouvé, puis là, je pense que les gens vont pouvoir recommencer à vivre normalement un peu plus. Là, mais il y a une certaine inquiétude, là, je te l'avoue. Rénal Ouellette, reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale et directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon, merci beaucoup. Bien. Puis on est bien fiers de toi. Bien, merci beaucoup. Moi, je te le dis personnellement. Tu nous représentes tellement bien, même au Québec, mais aussi à l'international. Puis Carrefour mondial de l'accordéon, ben, c'est ton bébé, hein? Permets-moi de le dire comme ça, c'est vraiment... Ton bébé, tu parlais d'Armand Labrec tout à l'heure. On se souvient aussi, Armand, qui était très impliqué avec toi dans l'organisation, puis on voit le succès que ça connaît aujourd'hui. Alors, c'est mérité, cette belle nomination. Félicitations, Rénal. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants à la chronique La Pouponnière, et après quoi, on a José Soucy, les grands titres de l'actualité. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a plusieurs petits poupons à vous présenter ce matin, entre autres une correction que je dois apporter. Abby Morancy, qui est née le 8 juin 2020. Alors, regardez ce beau petit bébé. Bien, c'est une charmante petite fille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit garçon. Alors, je corrige ma faute. Et voilà, c'est Abby Morancy. Les parents, Chloé Lessard et Marc-Olivier Morancy, ils sont de Berthier-sur-Mer. Donc, félicitations et bienvenue à Abby. Maintenant, c'est Joliane Mercier, qui est née le 10 juin 2020. Les parents, Bianca Chouinard et Rémi Mercier, ils sont de Saint-Marcel-de-Lillet. Alors, bravo à vous deux pour l'arrivée de Joliane, qui est née le 10 juin, Bianca Chouinard, Rémi Mercier de Saint-Marcel-de-Lillet. Maintenant, je vous présente Ariel Leblanc. Les parents, Cindy Morin-Pelletier et Pierre-Luc Leblanc, ils sont de Saint-Pamphile. Alors, Ariel, qui est né le 10 juin 2020, donc bravo, félicitations aux parents, Cindy Morin-Pelletier et Pierre-Luc Leblanc pour l'arrivée d'Ariel Leblanc. Ils sont de Saint-Pamphile. Maintenant, je vous présente Nayar Abed. C'est un petit garçon né le 12 juin 2020. Ils sont de Montmagny, les parents Ikram Dabesh et Sabri. Alors, bravo, félicitations à vous pour l'arrivée de Nayar Abed, né le 12 juin 2020. Les parents Ikram Dabesh et Sabri, j'espère que je le prononce bien, ils sont de Montmagny. Maintenant, Jacob Blanchette, né le 14 juin 2020, dimanche dernier. Les parents Sarah Wallet et Olivier Blanchette, ils sont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Donc, bravo. Félicitations à vous pour l'arrivée de Jacob le 14 juin, Sarah Wallet, Olivier Blanchette de Saint-Pierre. Maintenant, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu pour tous les nouveaux-nés de la semaine précédente. Alors, les gagnants de la semaine dernière, c'est Benjamin Bernier, les parents Isabelle Bergeron-Labrie et Jean-Philippe Bernier. Benjamin qui est né le 6 juin, ils sont de Montmagny. C'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $. Et toujours un grand merci à la Pouponnière de Montmagny pour leur étroite collaboration pour la présentation de cette chronique présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mardi 16 juin, un pourcentage de guérison de la COVID-19, c'est 95 %. Je te dirais pas là, José, ça continue de bien aller. Oui, puis je pense que ça ne cessera pas de bien aller parce que
uniquement dans la MRC de Lillet, des Etchemins et de Montmagny. Il n'y a plus aucun cas. Et dans Bellechasse, il ne demeure qu'un cas présentement. Donc, on est vraiment dans la bonne direction, Michel, ce matin. J'en parle pratiquement plus à tous les jours pour la simple et bonne raison que ça devient un peu redondant. Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'on est dans la bonne direction. Puis d'ailleurs, à partir du 22 juin, on va être bon pour se rassembler 50 personnes et plus. Par contre, pour ceux qui vont être dans les théâtres, les cinémas, il va falloir garder une distance de 2 mètres. Mais je sais pas, hier, c'était écouter la conférence de presse du Dr Horacio Arruda avec le premier ministre Legault. C'était pas réellement clair, hein? Surtout qu'à l'international, il n'y a pas une façon unique de voir le déconfinement. Vois-tu, en France, ils gardent 1 mètre de distance et c'est correct. Ici, c'est 2 mètres, mais avec les enfants, on peut descendre, c'est-à-dire les enfants de 16 ans et moins. C'est compliqué, José. Oui, mais c'est ça. Là. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est quoi, le 16 aujourd'hui? Oui. Dan Marino, qui est le propriétaire du Méga Fitness à Québec, va rouvrir son gym et il est prêt à payer les amendes parce que là, on s'entend que les gros cas sont surtout situés à l'île de Montréal. Et je ne sais pas si tu as vu également à TVA, il y a un médecin français qui était interviewé par Paul Larocque, puis il a dit « Arrêtez ça, la deuxième vague. Il n'y en aura pas de deuxième vague. Il faut arrêter de faire peur au monde. Il faut déconfiner. Il faut reprendre la vie économique. » Parce que là, on se rend compte que les dommages collatéraux, c'est-à-dire si tu enlèves le confinement, vont possiblement surpasser après coup, lorsqu'on va calculer les vies qu'on aurait peut-être pu sauver ou l'effort de guerre, si on veut, qu'on a fait concernant la COVID-19, surtout que ça se retrouve à 80 et plus dans les CHSLD et à 91,8 c'est des gens qui sont situés entre 70 et 90 ans. En d'autres termes, 70 ans et plus, c'est là que la COVID-19 fait le plus de dommages. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que, dans le fond, il défie le gouvernement, là. Oui, mais c'est comme il a pas le droit d'ouvrir. Là, ça veut dire que si les gyms ouvrent, là, les bars vont peut-être suivre. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça peut causer comme situation? Écoute, si on garde une limite pour les restaurants, on est quand même assez proche. Si on va aux toilettes, on risque de croiser quelqu'un. On n'attendra pas... je veux dire, qui passe, tout dépendant de la configuration du restaurant. Lorsqu'il faut que tu ailles aux toilettes, mais je ne sais pas si tu comprends un peu. À un moment donné, c'est sûr que le 2 mètres ne sera pas toujours respecté. Je pense que l'effort de guerre collectif a été fait. En région hors l'île de Montréal, je pense qu'on s'en sort très bien. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent à l'effet qu'il n'y en aura pas de deuxième vague. Il peut y avoir une éclosion à gauche et à droite, comme n'importe quelle épidémie. Mais là, on se rend compte même au Québec, lorsqu'on va faire le calcul et on va faire le mea culpa de la situation, c'est même pas une pandémie, c'était une épidémie qui était surtout située dans la région de Québec, de Montréal plutôt. Ailleurs, je veux dire, on n'a jamais outrepassé 7 cas dans la MRC de Montmagny et ça fait au moins un mois qu'il n'y en a plus, Michel. Hier, c'était l'ouverture des restaurants et je voyais des images à Radio-Canada hier soir sur Grande Allée, là, qu'il y avait des listes, des files d'attente. C'est pas ce que j'ai vu ici à Montmagny. Je ne sais pas comment les restaurateurs ont pu vivre parce qu'écoute, il y a beaucoup de règles. D'ailleurs, le Resto-Bar chez Agar qui a fermé ses portes justement en raison des plexiglas. Puis là, tu opères un restaurant à 50 de sa capacité. Alors, c'est la rentabilité qui n'est pas là. Je ne sais pas comment on vit ça ici. En passant, la distanciation sociale pour les élèves de l'école primaire ne sont pas capables de maintenir la règle gouvernementale. Les jeunes jouent au soccer, puis ils sont collés. Il n'y en a pas de problème, surtout que les jeunes ne sont pas à risque. Là, on commence à comprendre un peu plus l'étendue du virus de la COVID-19. C'est surtout les personnes âgées, comme je l'ai dit précédemment, Michel. Ça vient que c'est compliqué et je pense sincèrement que les Québécois, ou du moins une majeure partie de Québécois, sont royalement tannés, là, parce qu'on met de plus en plus en doute la parole de M. Arruda. Pas dans le sens qu'on ne l'a pas écouté, c'est juste qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opposés dans ce qu'il dit. Il dit une chose et son contraire, puis là, on trouve ça un peu laborieux. Je pense que les Québécois sont prêts à passer à autre chose, surtout que l'économie, on l'a vu, notamment à Montmagny, là, c'est 40 personnes qui ont perdu leur emploi pour ce qui est du café Agar, du centre commercial, des galeries Montmagny, également du resto-bar sportif Agar. Je veux dire, c'était comme une institution à Montmagny. Les gens allaient voir leur partie de hockey, leur partie de baseball, les gens allaient se rencontrer, puis ça jasait de sport. Tu n'étais pas là dans le temps, José, mais la Braoule, les gens se souviendront de cette brasserie au centre d'achat, la Braoule, qui a tellement fonctionné, puis après ça s'est transformé en resto-bar chez Agar.
Alors, c'est une institution là, qui ferme parce que tout ça à fait fait, quand oui. même une quarantaine d'années avec la Braoul là, que cette brasserie existe. Donc, on va suivre ça de près. D'ailleurs, on aura l'occasion de rencontrer les restaurateurs cette semaine dans un reportage. Merci, José, d'avoir été avec nous. Demain matin, on reçoit Christian Noël et Jean-François Roy. On va parler du Cinéparc à Montmagny prochainement. Donc, je vous souhaite une belle journée. À demain. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.